Bienvenue sur Monde Multipolaire. Nous sommes à la 6e semaine de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et pendant que les grands médias occidentaux répètent en boucle les déclarations triomphantes de Trump et de Pete Hegseth, une réalité très différente se dessine sur le terrain. Cette vidéo synthétise les analyses de 3 voix qui suivent ce conflit de l'intérieur. John Elmer du Resistance Report, Justin Podur du Anti-Empire Project et le professeur Mohammad Marandi, universitaire iranien, qui s'exprime depuis Téhéran sous les bombes en direct. 5 axes aujourd'hui. 1. La vérité sur l'opération de sauvetage américaine et ce qu'elle révèle. 2. L'état réel du champ de bataille et la supériorité stratégique iranienne. 3. Pourquoi une invasion terrestre serait un désastre. 4. La guerre économique et qui est en train de la perdre. Et 5. Le monde qui vient et pourquoi l'Iran est en train de le construire. Commençons par l'événement qui a dominé l'actualité de cette semaine. La soi-disant opération héroïque de sauvetage d'un pilote américain abattu par la défense aérienne iranienne. La version officielle américaine est celle-ci. Un F-15E est abattu. Le pilote, un colonel, ce qui est déjà inhabituellement élevé pour ce type de mission survie, se cache dans les montagnes et envoie un message en anglais, God is good, ce qui signifie Dieu est bon, le dimanche de Pâques, depuis une crevasse, puis est extrait au lever du soleil. Pete Hegseth parle d'un moment biblique, abattu le vendredi saint, caché le samedi, rescapé le dimanche de Pâques. Un pilote renouvelé. Sauf que les faits sur le terrain racontent une histoire très différente. Voici ce qui est documenté. Lors de la première tentative de sauvetage, en plein jour, les États-Unis ont perdu un ADIX Warthog contraint à un atterrissage d'urgence au Koweït, plusieurs hélicoptères Black Hawk détruits et des drones Reaper abattus. L'Iran, de son côté, rapporte la destruction de 2 MC-130, des avions de transport spécialisés qui coûtent chacun environ 100 millions de dollars et de 4 hélicoptères supplémentaires lors de la deuxième tentative nocturne. Regardons les chiffres. Trump lui-même a déclaré avoir mobilisé 155 appareils pour cette opération, 4 bombardiers, 64 chasseurs, 48 avions ravitailleurs, 13 appareils de sauvetage. C'est la totalité des ressources aériennes américaines dans la région, dédiées à une seule opération, dans une zone montagneuse reculée, éloignée de toute ville, pour extraire un seul homme. Et avec tout ça, ils ont dû détruire leurs propres appareils avant de partir. Il y a une question qui n'a pas reçu de réponse sérieuse. Pourquoi le nom du pilote reste-t-il secret? Dans toute l'histoire récente des guerres américaines, quand un soldat survit à quelque chose d'héroïque, son nom est célébré. Il est invité à la Maison-Blanche, il a sa cérémonie, là, rien. Pas de nom, pas de visage, pas de famille présentée. Ce silence est lui-même une information. L'Iran, de son côté, dit quelque chose d'important. C'était sûrement pas une opération de sauvetage. C'était assurément quelque chose de beaucoup plus grand qui a mal tourné. Les sources iraniennes évoquent une tentative d'établir une tête de pont, une base avancée, potentiellement en lien avec le projet évoqué par l'administration Trump de s'emparer de l'uranium enrichi iranien stocké dans la région d'Isfahan. Et effectivement, la zone où s'est déroulée l'opération se trouve précisément dans le sud-ouest de l'Iran, pas loin d'Isfahan et de ses installations nucléaires. D'ailleurs, une piste d'atterrissage agricole a été identifiée dans la zone, ce qui explique sûrement pourquoi les MC-130 des appareils, qui, en théorie, n'ont pas besoin de pistes, semblaient pourtant en avoir besoin. Un détail que personne dans les médias grand public n'a voulu creuser. Une carte d'identité de l'US Air Force, au nom d'une certaine Amanda Ryder, aurait été retrouvée dans les débris, avec un visa israélien. Les questions qui se posent naturellement, pourquoi emmener sa carte d'identité sur une mission spéciale, restent sans réponse. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est ceci. La plus grande puissance militaire du monde, avec les soldats d'élite les mieux entraînés, les meilleurs équipements et la totalité de ses ressources aériennes dans la région, a mené une opération dans une zone montagneuse reculée et a perdu un nombre
considérable d'appareils. Si c'est ça la victoire, on a du mal à imaginer à quoi ressemblerait une défaite. Le professeur Marandi, depuis Téhéran, avec les bombes qui tombaient à 15 minutes de chez lui pendant l'interview, résume la situation ainsi. Les Iraniens ne croient pas que c'était une opération de sauvetage, ils pensent que c'était quelque chose de plus grand, que ça a mal tourné, et que les Américains ont dû battre en retraite en catastrophe. Les généraux qui s'y opposaient ont d'ailleurs été limogés. Pete Hegseth a renvoyé 12 hauts gradés, dont le chef de l'armée de terre américaine. Quand on vire ces généraux en plein milieu d'une guerre, parce qu'ils expriment des doutes stratégiques, c'est assurément pas le signe d'une opération qui se déroule comme prévu. Passons maintenant à la réalité militaire d'ensemble, parce que c'est là que le contraste entre le narratif officiel et la réalité est le plus saisissant. Depuis le début de ce conflit, l'Iran a abattu ou endommagé des avions de pratiquement chaque type que les États-Unis ont engagé dans cette guerre. Des F-15, des F-16, des F-18, des F-35, des A-10, des drones Reaper et Hermes. 5 systèmes radars THAAD ont été neutralisés, les AWACS ont été mis hors de combat, et selon certaines sources israéliennes elles-mêmes, environ 80% des missiles iraniens qui visent Israël parviennent à leur cible. 2 missiles sur 10 seulement sont interceptés. Comment est-ce possible face à l'arsenal défensif le plus financé du monde? La réponse est dans la doctrine iranienne. L'Iran a passé 2 décennies à développer des systèmes d'armes conçus spécifiquement pour exploiter les angles morts des défenses américaines et israéliennes. Pas pour les affronter frontalement, l'Iran n'a pas les moyens d'une confrontation symétrique, mais pour identifier les failles dans la raquette et passer exactement par là. Pendant 25 ans, les États-Unis et Israël ont mené des guerres contre des adversaires qui ne possédaient pratiquement aucune défense aérienne. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Dans ces contextes, la supériorité aérienne était acquise d'avance. Résultat, aucune incitation à développer des contre-mesures efficaces contre des missiles modernes et des défenses sophistiquées. L'Iran a comblé exactement ce vide. Ce qui est encore plus important pour comprendre la durabilité de l'effort de guerre iranien, c'est l'infrastructure souterraine. Les bases aériennes sont sous terre. Les systèmes de défense anti-aérienne sont sous terre. La marine, principalement composée de vedettes rapides équipées de missiles, est sous terre le long des côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman. Et les usines de production de missiles sont sous terre. Le professeur Marandi l'a formulé clairement. Les États-Unis ont passé 6 semaines à détruire des leurs. Des avions leurs, des lanceurs leurs, des camions leurs, des décois très sophistiqués, dont certains produisent même de la chaleur pour tromper les capteurs thermiques américains. Le New York Times lui-même a admis que les États-Unis ne savent pas combien de lanceurs iraniens réels ont été détruits, ni combien étaient des leurs. Pendant ce temps, l'Iran continue de tirer des missiles, chaque jour, sur Israël, sur les bases américaines, sur les infrastructures du Golfe. Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Haïfa, les frappes continuent et leur précision augmente. Selon JP Morgan, le taux de pénétration des missiles iraniens sur Israël a augmenté de façon dramatique depuis le début du conflit. Pourquoi? Parce que les systèmes de détection radar à longue portée dans la région ont été détruits. Israël reçoit maintenant entre 13 et 10 à 8 alertes par jour, avec des délais plus courts et des zones d'alerte plus larges, parce que les radars ne peuvent plus cibler précisément la trajectoire des missiles entrants. Ce sont des conséquences directes et permanentes des frappes iraniennes sur l'infrastructure de commandement américaine. Et l'Iran n'a pas encore sorti ses meilleures armes. Les missiles Sajil, les missiles HKSM, des systèmes balistiques plus avancés et plus difficiles à intercepter, n'ont pas encore été utilisés. Les drones Shahed-236, plus rapides, avec une charge militaire plus lourde, résistants au brouillage électronique et d'une précision redoutable, sont en réserve. L'Iran mène cette guerre avec ses systèmes d'ancienne génération.
Et ça suffit. Une image utilisée dans une de ces analyses résume la situation. Comparez l'Iran, qui manque de missiles, à une boulangerie en fin de journée sans pain. La boulangerie refait du pain le lendemain matin. L'Iran produit des missiles en continu dans des usines souterraines que les États-Unis ne peuvent pas atteindre. Face à ces réalités militaires, l'administration Trump a envoyé des milliers de parachutistes et de marines dans la région. La question s'impose, pourquoi faire? Pensons au conflit comme à un combat. Un combattant qui a subi non pas une simple coupure, mais un décollement de rétine, dont les jambes ont été coupées, dont les bras se fatiguent et ne bloquent plus efficacement. Et ce combattant envisage d'aller au sol, là précisément où son adversaire est le plus fort. L'Iran a une armée conventionnelle considérable. Elle opère sur son propre sol, avec une connaissance du terrain incomparable, des millions d'hommes mobilisables, une doctrine de défense décentralisée, ce qu'on pourrait appeler une défense en étoile de mer. Vous ne pouvez pas décapiter une étoile de mer. Coupez-la et elle se régénère en plusieurs étoiles de mer. C'est exactement ce qui s'est passé quand le guide suprême Ali Khamenei a été tué le premier jour de la guerre. L'Iran ne s'est pas effondré. En 1 heure, la riposte militaire commençait. En 1 semaine, un nouveau leadership était en place, conformément à la Constitution. Pas de ruée sur les supermarchés, pas de panique aux stations-service, aucun signe d'effondrement social. Au contraire, la population s'est rassemblée. L'idée que les frappes américaines provoqueraient un effondrement du régime était une illusion fondée sur une méconnaissance totale de la société iranienne. Et cette illusion explique l'absence totale de stratégie que les membres du Congrès américain eux-mêmes ont décriée en sortant des briefings sur la guerre. On ne sait pas où l'on va. Il n'y a pas d'objectif clair. C'est aller à l'aveugle. Pour une invasion terrestre, les chiffres sont éloquents. Pour contrôler militairement le détroit d'Ormuz, des experts estiment qu'il faudrait contrôler une zone de la taille du Vietnam. Ce serait l'équivalent de relancer la guerre du Vietnam. L'Iran n'est pas le Koweït. C'est un pays aussi grand que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni combinés. Envoyer quelques milliers de rangers et de marines dans ce contexte, c'est envoyer des hommes mourir pour rien. Et la topographie joue entièrement en faveur de l'Iran. Les chaînes de montagnes iraniennes ceinturent le détroit d'Ormuz comme un amphithéâtre. De l'autre côté, les États du Golfe sont une plaine alluviale plate, sans aucune couverture naturelle. Une ligne d'approvisionnement de 200 km à l'intérieur du territoire iranien serait exposée en permanence aux tactiques d'embuscade iraniennes, notamment en matière de défense aérienne. Des embuscades mobiles plutôt qu'un bouclier défensif fixe encore plus difficile à neutraliser. C'est pas de la spéculation, c'est ce que les militaires américains savent, et c'est sûrement pour cette raison que certains généraux ont été limogés parce qu'ils avaient le courage de dire ce que les chiffres montrent clairement. Regardons maintenant le front économique, parce que c'est là que les conséquences les plus durables se dessinent. Le détroit d'Ormuz n'est officiellement pas fermé, mais il est en réalité neutralisé pour les navires liés aux États-Unis et à Israël. L'Iran a établi 3 catégories. Les adversaires, ce qui signifie les États-Unis, Israël et leurs alliés actifs ne passent pas. Les pays neutres paient un péage pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars par passage. Et les alliés, la Chine, la Russie et les autres, passent librement. Les compagnies d'assurance ont réagi immédiatement. Les primes ont atteint des niveaux tellement prohibitifs que même les navires théoriquement autorisés à passer ne le font plus parce que le transport n'est plus rentable. C'est l'assurance, et non l'Iran, qui ferme concrètement le détroit. Le pétrole Brent dépasse les 140 $ le baril, les raffineries du Koweït brûlent, Amazon Web Services à Bahreïn est hors ligne. Oracle à Bahreïn a été touché. Ce ne sont pas des cibles symboliques, c'est le cœur de l'infrastructure numérique et économique américaine dans le Golfe. Et l'ironie absolue de la situation,
Le bilan des paiements du Trésor américain vient de révéler une insolvabilité technique. 6 billions d'actifs contre 136 billions de passifs réels quand on inclut les engagements sociaux comme Medicare et la sécurité sociale. Une dette réelle de 136 billions que la comptabilité de caisse américaine masquait. La demande de bons du Trésor américain s'affaiblit, les rendements de la dette augmentent, la Réserve fédérale est paralysée, elle ne peut pas imprimer de l'argent sans aggraver la dévaluation du dollar. Et pendant tout ça, Trump demande 1,5 billion de dollars supplémentaires pour le budget militaire en coupant dans la recherche scientifique, la technologie et les programmes sociaux. C'est manger ses semences pour se chauffer. C'est brûler la charpente de sa maison. Mais regardons l'autre côté du tableau, le côté iranien. L'Iran a passé 47 ans sous sanctions. Ces sanctions ont créé, par la force des choses, une économie autosuffisante. L'Iran produit sa propre nourriture, dispose de sa propre eau, fabrique ses propres armes, développe ses propres technologies. La résilience n'est pas un discours politique, c'est une réalité structurelle. Mieux encore, le commerce iranien avec la Chine continue, normalement, exactement comme avant la guerre. L'Iran gagne en réalité davantage sur ses exportations pétrolières parce que les prix ont explosé. Et les péages du détroit d'Ormuz, qui sont en cours d'institutionnalisation en droit iranien, vont fournir des revenus considérables pour reconstruire l'économie iranienne après la guerre. Ce qui devait être la destruction de l'Iran est sûrement en train de devenir son enrichissement. L'Économiste, pas un média pro-iranien, a été obligé d'écrire que cette guerre a rendu l'Iran plus riche. La monnaie iranienne, qui avait été écrasée par les sanctions dans les semaines précédant la guerre, s'est redressée en plein milieu du conflit, comparé avec les conséquences pour l'Occident. Des engrais inaccessibles, les deux plus grands producteurs mondiaux étant la Chine et la Russie, des pays qui ne souffrent pas de ce conflit, des agriculteurs américains en difficulté, des prix alimentaires qui montent, une inflation que la Fed ne peut pas combattre sans aggraver la dévaluation du dollar, des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas absorber ces chocs. L'économie américaine possède une armée, l'Iran possède une économie de guerre. La différence va se voir dans la durée. Prenons maintenant du recul et regardons ce que ce conflit signifie pour le monde à long terme. Commençons par les États du Golfe parce que leur vulnérabilité est fondamentale pour comprendre la dynamique de toute cette région. Ces pays ne sont pas des États au sens traditionnel du terme. Ce sont des mégapoles construites sur du pétrole, entièrement dépendantes d'usines de dessalement pour leur eau potable, incapables de se nourrir par elles-mêmes, avec des armées mercenaires composées à 85% de ressortissants étrangers. Avant le pétrole, c'était de petits forts, en briques de boue et des villages de pêcheurs. La modernité y est entièrement artificielle et entièrement fragile. Si les usines de dessalement sont frappées, et l'Iran a clairement indiqué qu'elles sont sur la liste des cibles en cas d'escalade, ces pays cessent d'exister en quelques jours. Pas métaphoriquement, littéralement. Aucun être humain ne survit plus d'une semaine sans eau dans une chaleur de 45 degrés. Et on ne peut pas évacuer plusieurs millions de personnes en quelques jours. Ces États n'existent que parce que l'Iran le permet jusqu'à présent. Et cette réalité est en train d'être intégrée par leurs dirigeants. Des discussions ont déjà eu lieu entre certains pays du Golfe et l'Iran pour s'accommoder du nouveau cadre du détroit d'Ormuz. Ces pays ne regardent plus vers Washington pour leur sécurité, ils regardent vers Moscou et Téhéran. Le général Wesley Clark l'avait dit il y a plus de 20 ans. 7 pays en 5 ans, se terminant par l'Iran. Ces 5 ans ont pris 25 ans, mais ils ont suivi exactement la même trajectoire. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, Liban et maintenant Iran. Et à chaque étape, l'Iran observait, préparait, renforçait. Ce que ce conflit révèle maintenant au monde entier, c'est quelque chose de fondamental. La puissance américaine reposait sur une fiction. La fiction qu'on pouvait imposer sa volonté par la force sans jamais en payer le prix.
Cette fiction est sûrement en train de s'effondrer en direct. La crédibilité de la garantie de sécurité américaine dans le Golfe est détruite. Les États du Golfe ont été pilonnés et Washington n'a rien pu faire. La crédibilité dans le Pacifique s'effondre aussi. Le Japon et la Corée du Sud ont vu leurs boucliers antimissiles déplacés vers le Moyen-Orient et leurs approvisionnements énergétiques menacés. La dissolution de l'OTAN s'accélère. L'Espagne, l'Italie et d'autres refusent l'utilisation de leur territoire et pendant que tout ça se passe, la Chine construit 50 milliards de dollars, ce qui signifie le coût de la guerre américaine contre l'Iran, permettent à la Chine de construire 2500 km de lignes ferroviaires à grande vitesse. La Russie signe des accords nucléaires civils au Brésil, la Chine scelle des partenariats à 13 milliards de dollars en Éthiopie, les BRICS se renforcent, le yuan s'impose dans les transactions pétrolières. Ce que les États-Unis ont essayé d'empêcher la montée du monde multipolaire est sûrement en train d'être accéléré par leur propre action. Et il y est à une dimension humaine qu'on ne peut pas ignorer. Le professeur Marandi décrit des jeunes femmes iraniennes dans les rues de Téhéran, sous la pluie et sous les bombes, la nuit, refusant de fuir, des lycéens qui pourraient rester chez eux et choisissent de défendre leur pays, une doctorante de l'université de Téhéran qui parle en direct d'une manifestation et au moment même où elle parle, un missile explose derrière elle. Et elle ne s'arrête pas, elle continue de parler. Ces gens-là ne sont pas en train de défendre un régime. Ils défendent leur pays contre une agression étrangère. Et cette distinction que les médias occidentaux refusent de faire est au cœur de tout. Trump menaçait de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre et aucun grand journal occidental, aucune chaîne d'information n'a qualifié cela de menace de crime contre l'humanité. Pourtant, c'est exactement ce que c'est. Menacer délibérément de détruire les infrastructures civiles d'un pays de 90 millions de personnes, c'est une menace de génocide économique. Quand 68 petites filles sont tuées, une école bombardée à Téhéran, les médias occidentaux ne couvrent pas. Quand un pilote américain est récupéré après plusieurs jours dans les montagnes, c'est la couverture des médias pendant une semaine, avec des métaphores bibliques et des références à la résurrection. Cette asymétrie morale est obscène et elle ne fait qu'alimenter la détermination iranienne. Où en sommes-nous après 6 semaines de guerre? L'Iran est en train de gagner, militairement, économiquement, politiquement. Ses capacités ne s'érodent pas. Son économie résiste. Ses alliés tiennent. Le Hezbollah reprend du terrain au Liban. Ansarallah ferme la mer Rouge. La résistance en Irak est active. Et le contrôle iranien du détroit d'Ormuz est en train d'être codifié en droit. Les États-Unis ont perdu l'initiative stratégique. Ils bombardent pour les statistiques, pas pour des objectifs. Ils changent de justification de guerre toutes les semaines. Armes nucléaires, changement de régime, détroit d'Ormuz, uranium, sauvetage de pilotes, leurs généraux sont limogés quand ils disent la vérité. Leurs alliés européens se distancient, leurs alliés du Golfe cherchent des accommodements avec Téhéran. Et pendant ce temps, le monde regarde et tire ses conclusions. Ce n'est pas un monde parfait qui émerge. L'Iran n'est pas une démocratie libérale. La Russie non plus. La Chine non plus. Le monde multipolaire ne sera pas automatiquement plus juste que le monde unipolaire, mais il sera un monde où aucune puissance ne peut plus imposer sa volonté à 90 millions de personnes, détruire des hôpitaux et des universités, menacer des pays de les renvoyer à l'âge de pierre et appeler ça de la sécurité internationale. Ce monde-là est en train de mourir, un autre est en train de naître. C'est ça, le monde multipolaire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à Monde Multipolaire et partagez avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment. À bientôt.